Bonjour à tous et donc bienvenue sur ce premier webinaire donc en live sur la réalité virtuelle, en tout cas ce qu'elle peut s'appliquer aux neurosciences. Je vais certainement parfois faire des petits liens avec les jeux vidéo, les applications un peu de formation, etc. Parce que ce sont des éléments auxquels on a beaucoup plus de retours et de feedback, en tout cas que sur la réalité virtuelle en neurosciences. Donc ça me fait très plaisir de pouvoir vous proposer ce premier webinaire. Alors l'intention d'en faire 12, un par mois, et après soit on recommence avec des nouveaux éléments l'année suivante, ou alors on arrive à développer encore un peu le projet. Donc je suis Sébastien Serlet, je suis neuropsychologue de formation, j'ai fait mes études à Lille. Et donc aujourd'hui, je travaille à l'Université libre de Bruxelles en tant que chargé de projet et collaborateur scientifique, sachant que bien évidemment mon projet tourne autour de la réalité virtuelle, du serious gaming ou du serious game thérapeutique. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis énormément intéressé à la réalité virtuelle et que j'essaye de vous faire part de ces choses-là, parce que en fait, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent un peu les principes et tout ça, mais finalement, quand on va un peu plus loin, ils disent ah ben non, en fait ça je savais pas comment ça fonctionnait, etc. Donc l'objectif ici c'est vraiment de pouvoir vous permettre d'avoir des petits éléments par-ci par-là pour vous dire ok finalement la réalité virtuelle c'est ça, c'était pas ce à quoi je pensais, il y a différents types de réalité virtuelle. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui c'est vraiment un peu l'aspect historique, vous allez voir j'ai essayé de faire ça vraiment de manière un peu sympathique, histoire d'avoir de sortir de là avec des anecdotes, puisqu'on a à peu près une heure, un peu moins d'une heure pour parler de tout ça. Si vraiment on devait tout faire, on prendrait des heures et des heures. Donc sur les aspects historiques, après aussi sur la technique, parce que faire de la réalité virtuelle, ça demande aussi une certaine technique à utiliser, des techniques à mettre en place, et donc voilà. Et également, voilà, les technologies qu'on peut employer aujourd'hui pour créer de la réalité virtuelle. Alors, si vous avez vraiment des questions, vous n'hésitez pas, vous les posez dans le chat, mais avec le décalage, je risque de voir votre question plusieurs secondes après. Donc voilà, faut pas vous inquiéter. Je vous répondrai quoi qu'il arrive, soit à la fin, soit pendant, ou revenir sur un élément un peu plus compliqué ou plus complexe. Voilà, voilà. Donc l'objectif, c'est vraiment de ce premier webinaire, en tout cas, c'est de permettre de comprendre l'intérêt grandissant des nouvelles technologies, donc comme la réalité virtuelle, dans la pratique courante de la neuropsychologie et des autres professions liées aux sciences cognitives, donc ergothérapeutes, neurologues, médecins généralistes, peut-être qui parfois peuvent se retrouver face à des patients qui ont des troubles cognitifs. L'objectif ici, c'est vraiment d'introduire ces aspects-là de réalité virtuelle. Je ferai certainement un webinaire sur les nouvelles technologies, notamment intelligence artificielle, big data, machine learning et autres, mais à voir. En tout cas, pour l'instant, les sujets ici, ce sera la réalité virtuelle. Alors, un sommaire très sommaire, voilà. L'objectif, c'est vraiment de faire les choses très simplement aujourd'hui, d'avoir ce premier aperçu sur la réalité virtuelle en neurosciences. Donc, le sommaire, c'est vraiment de voir d'abord l'historique de la réalité virtuelle. Alors, de l'Antiquité, bien évidemment, on ne dira pas la réalité virtuelle comme vous l'entendez, mais on va partir de l'Antiquité au théâtre moderne, moderne 1930, hein, j'entends bien. Ensuite, il y aura une définition, pas à débattre, mais plutôt une traduction sur lequel il y a débat et sur lequel j'apporterai des éléments de réponse aussi. Je ne clôturerai pas le débat, mais j'apporterai des éléments de réponse. Ensuite, on verra les techniques de VR, les 2 I et surtout les 3 I, et les modèles cognitifs qui peuvent s'y appliquer. Ensuite, on verra un peu tous les modèles de technologie qu'on peut voir, les plus anciennes aux plus actuelles, comment elles fonctionnent aussi, parce que c'est aussi important de savoir les outils qu'on utilise, comment ça fonctionne, et du coup quels sont les dangers, soit dus au fonctionnement, soit dus à d'autres mécanismes ou à d'autres processus. Donc voilà, on va commencer déjà par ce premier chapitre, en tout cas, ce qui est vraiment ici, c'est un peu l'aspect historique, c'est vraiment plutôt les éléments philosophiques à ce niveau-là. Alors, pourquoi philosophique? Parce qu'en fait, un point de vue vraiment philosophique, la réalité virtuelle, elle trouve ses origines chez Platon, dans l'allégorie de la caverne. Alors ça peut vous paraître bizarre, mais en fait, d'un point de vue philosophique, on peut dire que c'est vraiment Platon qui a posé les bases de la VR, parce que pour lui, la réalité virtuelle est une projection d'une réalité qui peut nous rappeler le réel ou nous en rapprocher. Alors, le terme nous en rapprocher va vraiment être important, il faudra qu'on le garde en tête, parce que c'est lui qui va nous permettre de comprendre le débat sur la définition, ou en tout cas
sur la traduction exacte. Alors, dans son allégorie de la caverne, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, des gens sont enchaînés au fond d'une caverne, donc normalement on peut les voir ici. Ils sont enchaînés au fond d'une caverne, ils sont tournés vers le fond de celle-ci, donc ils n'ont pas accès à ce qui se passe dans la réalité. Leur réalité est uniquement ici, dans le fond de la caverne, avec une projection murale. Euh, alors tout ce qu'ils voient, c'est vraiment les ombres qui sont portées de tout ce qui se passe en dehors. En fait, on va faire en sorte qu'ils croient ce qu'ils voient. Or, ce qu'ils voient sur le mur, c'est pas forcément réel, parce que ici nous avons des maquettes qui sont utilisées avec un système d'ombre chinoise pour projeter sur le mur. En fait, c'est vraiment une expérience. La réalité virtuelle, c'est vivre une expérience de pensée. Voilà, donc en philosophie, la réalité virtuelle est vivre une expérience de pensée. Puisqu'après, on voit que quand ils sont libérés, ils se rendent compte qu'en fait, le monde qu'ils pensaient réel n'était pas celui qu'ils avaient imaginé. Donc voilà, ça, c'est des éléments qui sont importants à avoir en tête. Vraiment, c'est cet aspect de se rapprocher. De toute façon, à la fin, vous aurez la bibliographie. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, vraiment, je conseille cet article. Il est vraiment hyper intéressant sur euh, la réalité virtuelle d'un regard philosophique. Alors, il n'y a pas forcément que d'un regard philosophique, mais bon, je vais déjà tout de suite introduire Descartes. On va pas refaire toute l'histoire parce que c'est pareil, ce serait trop long. En tout cas, pour Descartes, il existe un génie malin qui pourrait nous imposer une illusion que nous percevrions en tant que donnée de nos sens. Alors là, déjà, on a cet aspect de sens. Donc les sens ici, ça pourrait très bien être la vue, l'odorat, l'audition, etc. On verra ça après. Après, là où il y a un débat sur l'origine, c'est entre Stanley Weinbaum et Antonin Artaud, qui eux, voilà, qui a vraiment dit en premier, je ne sais pas exactement, ça c'est encore débat. En tout cas, sinon vous avez déjà, euh, on finit sur les aspects philosophiques de la réalité virtuelle dans les années 64, en science-fiction philosophique. Voilà, c'est assez original mais assez intéressant. Donc pour le français, en tout cas, c'est sûr, c'est pour la France. C'est Antonin Artaud qui utilise en premier le terme réalité virtuelle. C'est la première trace écrite qu'on a du terme réalité virtuelle en français. Et en fait, il l'a utilisé tout simplement pour parler de théâtre. Antonin Artaud, je crois, est un acteur, et donc dans un de ses livres, Le théâtre et son double, il a décrit justement une performance comme étant une réalité virtuelle. Et en fait, après, il va faire la différence, enfin, il va l'expliquer en parlant que les alchimistes et les spectateurs. Les alchimistes savent que ce qu'ils font, c'est en lien avec la chimie, etc. Donc, voilà, pour reprendre ces termes, c'est que tous les vrais alchimistes savent que le symbole alchimique est un mirage, comme le théâtre est un mirage. Et cette perpétuelle allusion aux choses et aux principes du théâtre, que l'on retrouve dans à peu près tous les livres alchimiques, doit être entendue comme le sentiment, donc quelque chose qui est ressenti par soi-même, dont les alchimistes avaient la plus extrême conscience de l'identité qui existe entre le plan sur lequel évoluent les personnages, les objets, les images, et d'une manière générale, tout ce qui constitue la réalité virtuelle du théâtre et le plan purement supposé et illusoire sur lequel évoluent les symboles et l'alchimie. Alors là, vous me dites, ok, c'est compliqué, où est-ce qu'on va? Non, non, vous inquiétez pas, c'est vraiment juste pour reprendre un peu les bases, pour que vous compreniez que la réalité virtuelle, à la base, c'est vraiment une pensée philosophique avant d'être une avancée technologique. Je trouvais ça un peu intéressant quand même de resituer ça dans son contexte. Alors, donc là, on va arriver un peu sur le nœud du problème, sur la définition, en tout cas, du, de la réalité virtuelle. Alors, Ron Lanier, donc c'est un compositeur, essayiste et chercheur en informatique. Voilà, ce mec sait tout faire, touche à tout. En tout cas, lui, il a proposé pour la première fois le terme virtual reality en anglais en 1985 pour décrire un espace de représentation réaliste, tridimensionnel et calculé en temps réel et immersif. Donc c'est lui le premier qui va faire le lien entre une technologie, donc ici réalité virtuelle, et le terme qu'il va utiliser, donc virtual reality. Alors, c'est là que ça va poser problème, c'est qu'en anglais, la définition ne pose aucun problème. On conçoit très bien que virtual reality, ce que ça veut dire, etc. Mais le problème vient de la traduction française du terme virtual reality en réalité virtuelle. Alors, si on va plus loin, en fait, le problème, c'est que si on traduit littéralement virtual en anglais, on obtient, qui est un adverbe de virtually, forcément, on obtient pratiquement ou presque.
à aucun moment donné, on ne fait part de quelque chose qui serait numérique. Donc ici, si on traduit donc penetrating the fortress is virtually impossible, c'est-à-dire que pénétrer dans la forteresse est virtuellement impossible et donc est pratiquement impossible. Donc c'est toujours cette notion de presque. Donc si on traduit correctement virtual reality, c'est une presque réalité, c'est pratiquement une réalité ou théoriquement une réalité, ou alors c'est te rapprochant d'une réalité. Donc là on revient un peu sur les termes de Platon. Le problème, c'est qu'en français, on l'a traduit par virtuel. Et par virtuel, tout de suite, on entend numérique et on entend technologie. En fait, on peut très bien faire de la réalité virtuelle sans faire de numérique. Je vais prendre deux exemples. En ergothérapie, par exemple, on essaye de suppléer les environnements des patients par d'autres environnements. On essaie de faire en sorte que ce soit le plus proche possible de leur quotidien. En quelque sorte, on fait de la réalité virtuelle en créant de nouvelles situations pour ces patients-là. Après, on peut le faire de manière numérique, donc c'est ce dont on va surtout parler aujourd'hui. Et le deuxième exemple, c'est qu'en psychologie, on pourrait utiliser plutôt le terme vicariante ou environnement vicariant, donc qui pourrait se suppléer à un autre. Donc voilà, c'est quelque chose qui est quand même assez important parce que, en fait, techniquement, quand quelqu'un parle de réalité virtuelle, il a presque faux parce que la traduction n'est pas bonne. Alors après, on va pas revenir sur 30 ans de mauvaises interprétations, 35 ans. En tout cas, si cette question vous intéresse, je vous encourage à aller voir le traité d'arrêté virtuel de J.P. Papin, donc c'est Jean-Paul, je le précise, de 2001, qui est voilà, qui reprend un peu ces éléments-là et qui explique aussi pourquoi cette traduction fait problème. Alors, traduction, et forcément, il doit aussi y avoir des définitions pour des termes comme ça. Alors, il y a deux définitions qu'il faut prendre en compte. Il y a une définition fonctionnelle, la fonction de la réalité virtuelle, et une définition technique. Qu'est-ce que la technique de la réalité virtuelle? Alors aujourd'hui, dans ce live en tout cas, et de manière générale, on va surtout se pencher plutôt sur la deuxième définition, la définition technique. Parce que la première, alors c'est permettre de s'extraire de la réalité physique pour changer virtuellement de temps, de lieu et ou de type d'interaction. Interaction avec un environnement simulant la réalité ou interaction avec un monde imaginaire ou symbolique. Là concrètement, on pourrait utiliser tout type de méthode pour arriver à cette définition fonctionnelle. Il est possible que certaines drogues, en tout cas, permettent d'arriver dans une réalité alternative pour certaines personnes, et donc ils pourraient rentrer dans une autre réalité ou fonctionner de manière complètement différente. Donc, les aspects fonctionnels peuvent poser problème par rapport à ce qu'on va introduire. Par contre, la définition technique, elle, ben voilà, c'est un domaine scientifique et technique exploitant l'informatique et les interfaces comportementales en vue de simuler dans un monde virtuel le comportement d'entités 3D qui sont en interaction en temps réel entre elles et avec un ou des utilisateurs en immersion en pseudo-naturel par l'intermédiaire de canaux sensorimoteurs. Donc c'est vraiment tout ça qu'on va essayer de voir tous ensemble. En voyant justement un peu les techniques de VR ou les fameux 3i de Fuchs. Alors, pour ceux qui connaissent, ici là vous avez Albert Skiprizzo, donc un grand chercheur dans le domaine de la réalité virtuelle. Il a travaillé notamment dans deux domaines, le PTSD et surtout sur des simulations de guerre, Afghanistan ou Irak, pour les retours de soldats américains lors de zones de conflit, et également surtout en 2004, sur les troubles déficitaires de l'attention avec et sans hyperactivité chez l'enfant. Donc c'est lui qui a créé la Virtual Classroom, voilà, pour info. Alors, cette définition. Alors, il y a plusieurs choses qui sont vraiment importantes dans cette définition. Alors déjà, domaine scientifique, ça tombe bien, on est dans les neurosciences, donc on va pouvoir se dire, ok, c'est scientifique, je peux y aller. Alors, là où c'est intéressant, c'est que déjà, on va parler d'informatique et d'interface comportementale. Donc ça, c'est des choses qui vont vraiment être importantes et essentielles, mais également le fait que le monde soit virtuel. Alors ça aussi, c'est des éléments qu'il va falloir prendre en compte. Interaction en temps réel, ça aussi, c'est un avantage comme un inconvénient. On va en discuter juste après. Et immersion pseudo-naturelle. En fait, voilà, il y a plein d'éléments dans cette définition sur lesquels on est tous capables, enfin, où la technologie justement est capable
d'être un plus qu'en même temps être un moins, et voir maintenant comment les technologies modernes peuvent aller plus vers le plus que vers le moins. Alors voilà, en fait, il faut vraiment différents éléments pour y arriver. Alors en 2006, Fuchs, dans son traité de la réalité virtuelle, il va introduire les deux I, donc immersion, interaction. Mais après, pour pouvoir l'utiliser dans les neurosciences, ou en tout cas dans les sciences cognitives ou humaines, il va introduire un troisième I, qui est ce qu'on va appeler l'interfaçage. Donc maintenant, les trois I, c'est immersion, interaction, interfaçage. On va vraiment voir ça en détail aujourd'hui pour que vous compreniez derrière la mécanique cognitive qui peut s'appliquer à ce genre d'outils. Il va également reprendre le principe de boucle perception, cognition, action. Donc ça, c'est une boucle qu'on utilise énormément en psychologie, surtout d'un point de vue comportemental. C'est je perçois quelque chose, j'ai une décision qui se produit et j'agis dans mon environnement. Donc voilà, ça c'est vraiment des éléments qu'on va revoir et et sur lesquels on peut travailler grâce à la réalité virtuelle. Alors, on va commencer vraiment par cette boucle parce que c'est un peu c'est le principe de base. Alors, l'objectif de la réalité virtuelle est de retranscrire la boucle que l'on a de manière naturelle et automatique dans le monde réel. Dans notre monde réel, on est bien d'accord que nous, en tant qu'utilisateurs humains, on perçoit, on décide et on agit. Nous faisons une action. Nous restons rarement stoïques face à notre environnement. Donc un objet arrive vers nous, voilà, je le perçois, je décide de m'écarter et par cette action. Alors, dans décision, on enlève bien évidemment tous les comportements réflexes. Donc, mon exemple était mauvais, mais voilà, voilà. Il y a feu rouge, je suis en voiture, je perçois le feu rouge, je me décide de m'arrêter et mon action. Après, il y a des pathologies sur lesquelles les décisions vont être impactées, mais bon. Alors ça c'est le monde réel, et dans le monde virtuel on a des calculateurs, donc des interfaces informatiques qui eux vont nous permettre de faire l'acquisition des données, donc c'est-à-dire tout ce qui est perception visuelle ou auditive. Donc c'est vraiment ce qu'on va appeler les interfaces sensorielles, ce par quoi je peux ressentir les choses de l'environnement virtuel. Alors ça c'est simulé, donc c'est l'environnement qui va donc pouvoir décider de ce qui va se passer, et il va restituer via une action euh, dans l'environnement réel. Alors après, ça peut être dans les deux sens. Il peut très bien acquérir notre action, parce qu'il y a ça aussi qui peut être vu dans ce sens-là. Il va simuler ce qui va se passer et il va restituer pour que l'on puisse le ressentir de manière sensorielle dans ce sens-là. Donc en fait, c'est un peu le problème de ce monde virtuel, c'est que ça peut très bien aller dans un sens comme dans l'autre. Mais en tout cas, le sens conventionnel, c'est l'acquisition, c'est la perception de nos actions, et la restitution, c'est pour que nous puissions le percevoir dans notre environnement. Alors, le problème, c'est que ce qui est naturel et ce qui ne l'est pas, ça veut forcément dire que si ça ne l'est pas, c'est qu'on a ajouté une interface, une technologie ou une entité extérieure. Et en fait, cette entité qu'on ajoute pour pouvoir créer ce monde virtuel, en fait, elle peut venir perturber cette boucle naturelle parce qu'elle va pouvoir, enfin, elle va amener des perturbations, à savoir soit des temps de latence, par exemple, c'est un exemple, hein, ou des incohérences sensorimotrices. Donc ça, c'est des choses qu'on verra un peu après, comment on va pouvoir moduler ces choses-là. En tout cas, il faut savoir que si on a un modèle cognitif, qu'on le dévie sur un modèle numérique via des calculateurs, et bien forcément, on va venir perturber quelque chose qui, à la base, est naturel. Donc, avant de venir à ça, les fameux 2I, donc ce qu'on vient déjà de voir, c'est l'interaction et l'immersion. Alors l'immersion, c'est lorsque un ou plusieurs sens sont isolés du monde extérieur et n'enregistrent que les informations issues du nouvel environnement. Donc ici l'ordinateur, donc c'est avec les sens. Alors j'insiste vraiment sur le fait isolé, parce que c'est vraiment ça qui va nous faire parler de réalité virtuelle. Si lorsque je suis immergé dans un monde virtuel et que je perçois mon environnement extérieur, ben, je vais avoir du mal à y croire ou à être vraiment 100% immergé, parce que il peut se passer tellement de choses que je ne peux pas être focalisé à 100% dessus. Ensuite, il y a les interactions, donc c'est agir sur le monde, le modifier et l'influencer, donc avec les muscles. Donc on a deux choses. On a la perception avec les sens, et l'action avec nos muscles. Donc tous nos muscles vont nous permettre de parler, de regarder, d'éviter, d'émettre un comportement. Alors, tout ce qui est central, finalement, c'est l'homme, c'est sa décision, donc c'est son centre nerveux, ses nerfs, et tout ça est connecté avec tous ses sens, donc perception sur la force et sur les muscles, le toucher, la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat et la kinesthésie. Donc tout ça sont les interfaces sensorielles, et après les muscles sont les interfaces motrices. Et ensuite, l'objectif est de pouvoir switcher entre le monde réel et le monde virtuel. Maintenant, la question c'est comment se traduit l'introduction d'un élément extérieur.
Alors là, on est sur le même schéma que j'ai présenté juste avant, mais de manière un peu plus complexe, parce que déjà, on est enfin avec un ajout de ces entités extérieures. Alors, en fait, les techniques de VR, elles vont vraiment s'appliquer à partir de ce schéma-là et sur plusieurs niveaux. La réalisation physique du monde réel, donc là, on va parler de réel réalisme, comment créer de manière correcte un environnement virtuel. Les logiciels en temps réel, bah, tout ce qui est latent, donc là ça va être la gestion des microprocesseurs, etc. Et les cohérences sensorimotrices, donc là ce sera plutôt via les interfaces motrices et sensorielles. Alors on va pas rentrer full dans le détail, l'objectif est vraiment pas qu'à la fin vous puissiez vous dire ok je me lance dans le codage d'un environnement virtuel 3D. Non, non, c'est que vous compreniez pourquoi bah, parfois ce que vous voyez dans le commerce entre un jeu, une application cognitive, thérapeutique ou autre, ou formation, ben, vous dites tiens c'est quand même une différence entre ce qu'on peut faire sur console et ce qu'on peut faire par exemple ou sur ordinateur ou ce qu'on peut faire dans un environnement via un casque en réalité virtuelle. C'est vraiment juste que vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne. Alors, mais justement, la question est comment on construit un environnement virtuel déjà. Ça c'est une bonne question. Donc c'est la même façon dont on construit un jeu vidéo. Alors, pour créer un environnement 3D ou même 2D, en fait, il faut ce qu'on appelle un builder. Alors, vous en avez plein, mais les plus célèbres, souvent, c'est quand même Unity et Unreal Engine. Euh, alors, pour Unity, pour ceux qui connaissent un peu les jeux, ils ont développé The Forest sur Unity. Et pour Unreal Engine, Deus Ex ou Star Wars Fallen Order, pour ceux qui sont un peu plus gamers comme moi. Alors, pour ça, alors souvent il faut des grosses équipes, hein, mais pour créer quand même, il faut être capable d'avoir. Alors, l'avantage de ces builders, c'est qu'ils vont pouvoir gérer toutes les interfaces comportementales, mais également les interfaces graphiques. Donc, vous allez pouvoir créer votre environnement et créer les interactions via votre environnement. Alors, là où ça pose problème, c'est qu'en fait, ces environnements-là, ils peuvent être de manière infinie. Mais plus vous allez mettre d'éléments dans votre environnement, plus il va être lourd et donc plus il va être gourmand en ressources. Alors, vous allez pouvoir jouer sur différentes choses. En tout cas, si vous voulez le passer en HD, en basse définition, etc., déjà, ça va permettre d'alléger les choses. Ensuite, pour faire de la VR, le mieux quand même, en tout cas aujourd'hui, par rapport à ce qui existe comme technologie, ce serait vraiment d'utiliser plutôt des environnements simples et épisodiques pour vraiment laisser, pour allouer le plus de ressources possibles aux autres périphériques. Voilà. Faire tourner un environnement virtuel, déjà, sur une machine, ça demande pas mal de ressources. Alors, si en plus vous devez l'externaliser vers un casque, ça va demander encore plus de ressources. Et là, ça va ramer. Donc, si vos ordinateurs ils commencent à chauffer, voilà. Donc, le mieux, c'est peut-être d'avoir des plus petits environnements, graphiquement corrects, mais sans forcément chercher à aller beaucoup plus loin. Surtout quand on fait de la recherche ou de la thérapie, on n'est peut-être pas obligé d'aller sur le truc le plus pointilleux possible. Alors, à titre d'exemple, Sony veut développer un casque VR en 2x2K, donc ça fait sur chaque œil du 4K. Et du coup, c'est du sans fil. En fait, c'est quasiment incommensurable actuellement. On n'arrive pas à imaginer comment ce serait possible. En tout cas, les brevets sont déposés. On verra ça sur la PlayStation 5 et le PSVR nouvelle génération, ce que Sony sera capable de faire avec ses casques. Ça voudrait dire qu'on aurait déjà beaucoup plus de liberté aussi au niveau des mouvements. Ce serait moins gênant pour les patients ou le diagnostic, et on pourrait avoir des choses peut-être un peu plus poussées graphiquement. Voilà, contrairement à ce qu'on peut voir, à ce qu'on peut voir aujourd'hui. Alors, ces graphiques qui sont plus ou moins poussés à l'extrême, en fait, ils vont créer des lags. Alors, ces lags, c'est important parce que c'est les temps de latence ou les taux de rafraîchissement de l'écran. Alors, en fait, au-delà des latences générées par la technologie, il est important également de connaître les latences qui sont permises par l'homme. Alors, l'homme, avec un grand H, de manière normale, quand ce n'est pas un joueur professionnel ou vraiment un gamer pur, euh, en dessous de 60 millisecondes de différence entre son action et la perception de son action, il ne va pas percevoir la différence. Au-delà, en fait, il y a un décalage qui commence à se faire ressentir. Alors, à ça, vous ajoutez également l'usage de périphériques. Vous avez des différences, par exemple, entre une manette qui est en Bluetooth, une manette qui est en Wi-Fi. Si elle est nouvelle génération, ancienne génération, chez Sony, Xbox, etc., vous avez des différences. Alors, c'est des micro-différences, hein, puisque c'est du plus 10.1 ou 10.2 millisecondes entre deux manettes. Voilà, donc il existe quand même une différence, mais il faut savoir qu'un joueur professionnel peut voir une différence presque
à 10 millisecondes, ce qui est énorme en fait. Alors voilà, après, plus on a de périodes de lag et de ralentissement, en fait, ça va vraiment pas être favorable à l'immersion. Donc voilà, il faut vérifier les capacités de votre ordinateur là-dessus. C'est pour ça qu'on est obligé d'alléger maintenant les environnements pour qu'ils puissent être accessibles aux ordinateurs, ou alors avoir des ordinateurs beaucoup plus performants, ce qui n'est pas forcément le cas partout. Une autre technique aussi pour alléger un petit peu l'environnement, et souvent c'est ce qu'on voit beaucoup en VR, c'est qu'on a des environnements qui sont un peu simplifiés, pixelisés, ou que j'aime appeler Minecraftés. En fait, c'est des environnements, c'est pour les rendre moins lourds ou pour limiter on va diminuer les textures et les graphismes. C'est-à-dire qu'on va plutôt avoir quelque chose qui va ressembler à ça, alors qu'à l'origine, on a quelque chose de beaucoup plus lisse et de beaucoup plus propre. Ou alors, si on veut avoir quelque chose de beaucoup plus lisse et plus propre, autant limiter l'espace et de ne pas avoir, par exemple, un monde ouvert, mais plutôt une seule pièce ou une seule possibilité d'environnement. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont également possibles. Ou alors, il faut pouvoir posséder un matériel très puissant et souvent très cher. Donc ça aussi, c'est une autre problématique. Ou alors, c'est prendre le risque d'augmenter la latence, le lag ou les temps de chargement. Donc ça, ce sont des choses aussi qui sont à prendre en compte lorsque vous créez ou lorsque vous voulez prendre un environnement virtuel pour vos patients, pour travailler avec eux. Alors, une question qui est vraiment aussi hyper importante à mon sens, c'est la question du réalisme. Un environnement en réalité virtuelle doit-il être réel ou réaliste? Et à quel point? Alors, ça, c'est quand même une grande question parce que, en fait, l'immersion, elle est corrélée avec le sentiment de réel et de réalisme. Plus vous avez cette sensation que c'est réaliste ou réel, plus vous allez vous sentir immergé. Et donc, plus ce sera efficace, en tout cas en rééducation ou en diagnostic, pour les aspects cognitifs. Donc, la question, elle est plutôt de savoir est-ce que je vise plutôt le réel ou le réalisme. Voilà. En tout cas, il y a de nombreuses études et des réussites commerciales qui ont démontré que le réalisme extrême, ça n'aidait pas forcément pour réussir une immersion. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir un environnement 100% réel, mais plutôt quelque chose de réaliste qui vous permette vraiment d'y croire. On prend Fortnite, Minecraft ou Pokémon Go, c'est pas non plus hyper réel. C'est réaliste, mais sans être forcément hyper réel, mais pourtant ça fonctionne. On n'a pas un graphisme léché, vraiment quelque chose de très propre, très lisse. On a quelque chose de très simple, mais efficace parce qu'il correspond à certaines règles. Il faut quand même que ce soit juste le plus réaliste possible. Ça peut être cubique, mais il faut que ce soit réaliste. Je prends l'exemple quand j'étais. Alors, j'ai eu la chance de faire un DU à Paris sur les enjeux de la réalité virtuelle en psychologie. Alors, ceux qui sont vraiment intéressés par ces problématiques-là, je vous le conseille. Voilà, c'est un petit DU qui dure, je crois, 3 semaines de mémoire sur Paris Descartes, qui est mené par une bonne équipe là-bas, qui travaille beaucoup en réalité virtuelle. Et donc, l'expérience, c'était, voilà, j'étais assis, j'avais le casque, et il arrivait une balle de tennis, je crois, vers moi, et moi, je devais la smatcher quand je sentais que c'était le bon moment de la smatcher avant qu'elle m'arrive dessus. Et c'était vraiment très simple, très très cubique. J'étais dans une espèce de couloir où il y avait juste des murs qui me donnaient l'impression d'être soit dans le fond, soit au milieu, soit au-dessus, etc. Et à un moment donné, on m'a dit on va simplement changer l'environnement. Donc moi j'étais toujours assis. Et on m'a mis dans un environnement où en fait j'avais l'impression d'être allongé parce que tous les indices picturaux me faisaient croire que j'étais allongé. J'ai fait l'expérience, etc. Et au bout de 3-4 minutes, ils m'ont dit ok, c'est bon, on a fini l'expérience, tu vas pouvoir enlever le casque. Et là je me suis dit ok, je dois enlever le casque, mais euh, quand est-ce qu'on m'a allongé? Et j'avais pas besoin que l'environnement soit hyper réel, mais simplement réaliste pour avoir juste cette impression, juste en mettant 90 degrés aux indices picturaux, pour avoir cette impression qu'en fait, on m'avait changé de place, alors qu'en fait, pas du tout. Donc c'est vraiment plus le réalisme qui va vraiment jouer plus que le réel. Donc privilégier plutôt des environnements réalistes que réels. Alors, il n'y a pas que ça, bien sûr, hein. Il y a d'autres éléments qu'il faut prendre en compte, mais qui font quand même partie de ces choses-là. Donc, c'est vraiment les référentiels. Vous avez des objets de même taille qui sont à des distances différentes. Ils doivent forcément ne pas avoir la même taille. Parce que là, ici, ce qui se passe, et vous connaissez tous ces allusions, où on a cette impression qu'en fait, les personnages sont plus grands alors qu'en fait ils ont la même taille, mais c'est juste une question de profondeur. Mais ça, ce sont des éléments qui sont hyper importants à prendre en compte quand vous développez en 3D, parce que c'est ce qui va être important pour l'immersion. En fait, de manière générale, les propriétés du monde réel doivent se retrouver dans le monde virtuel. Alors les affordances, ça c'est peut-être ce qui est plus compliqué à faire parce qu'il faut simplifier au plus possible.
Donc si on met plusieurs types d'interrupteurs, donc ici un bouton pour pousser, un flip switch ou un bouton où il faut tourner droite-gauche pour allumer la lumière, ben, en fait vous allez devoir coder des interactions complètement différentes. Idéalement, il faudrait que chaque interaction soit les mêmes, ou en tout cas soit vraiment accordante avec l'objet que vous avez. Si vous avez une tasse par exemple, et que, toujours cet exemple de la tasse, et que la anse est d'un côté, ce sera beaucoup plus simple de la prendre de la main droite que de la main gauche. Voilà, il y a plein de choses sur les affordances qu'il faut penser quand on conçoit, et ce qui n'est pas forcément en tête des développeurs à ce moment-là. Donc là, je vous conseille vivement de vous rapprocher de tout ce qui est UX design et UI. Et là, vous allez voir, vous allez gagner en réalisme et en intérêt, en tout cas pour vos patients. Donc vérifiez bien ces choses-là quand vous utilisez des outils en VR. Alors, tout ce qui est indices picturaux, donc les lignes de fuite, etc. Quand j'ai l'impression d'aller vers l'avant, ça doit être plus petit, etc. Donc toutes ces choses-là, c'est des choses vraiment, ça peut pas être basique, mais c'est vraiment hyper essentiel. Et hyper important aussi, c'est le respect de la physique. Euh, Unity, par exemple, c'est un moteur de jeu qui vous permet vraiment déjà de créer tout de suite une gravité. Tout ça, ça a déjà été programmé, qui existe déjà, donc utilisez-le, vous embêtez pas avec ça. Si vous avez des choses flottantes, sauf si bien sûr votre environnement se passe dans l'espace. Là, si vous voulez vraiment faire croire que vous êtes dans l'espace, vous allez devoir faire flotter les objets, et inversement, si vous êtes sur Terre, vous allez devoir faire en sorte que les objets soient subis à leur propre masse et à la gravité. Voilà. Donc, ça sont vraiment des choses qui sont importantes à mettre en place parce que c'est vraiment ce qui va permettre aux patients de se sentir immergés, en fait, de rendre l'environnement crédible. Je vous ai fait un schéma à la fin pour résumer, où vous verrez effectivement que toutes ces choses-là sont vraiment essentielles pour avoir cette sensation d'immersion, ce sentiment de présence qui, lui, va après être corrélé avec la rééducation et le diagnostic. Alors, tout ce qui est cohérence sensorimotrice, alors, euh, il y a plusieurs problèmes, et surtout le gros problème à résoudre, c'est l'aspect quasi naturel. On demande à ce que ce soit le plus naturel possible, mais on doit utiliser des interfaces motrices spécifiques. Alors, vous avez différents types. Hein. Maintenant, vous avez des chaussons que vous pouvez utiliser pour, euh, pour marcher ou avoir la sensation de marcher dans l'environnement, ou alors vous avez des systèmes plutôt symboliques comme une téléportation. Donc là, encore une fois, s'il y a téléportation, je conseille de flouter au maximum l'écran ou de le rendre presque noir pour éviter le conflit de l'oreille interne, à savoir mes yeux ont cette impression de mouvement mais pas mon corps. Donc c'est ce qui peut parfois c'est ce qu'on peut appeler le malaise du simulateur. Après, vous avez d'autres technologies, hein, des tapis unidirectionnels, voire même multidirectionnels qui coûtent très cher, qui sont plutôt utilisés pour l'armée dans des cas comme ça. Après, vous avez eu d'autres tentatives, hein, des bulles complètes dans lesquelles vous pouvez vous déplacer pour ça. En fait, il faut vous dire que plus le déplacement sera naturel, plus il va coûter cher. Voilà, tout simplement. Et il sera plus complexe à mettre en place. Alors maintenant, vous avez des systèmes avec 2 ou 4 caméras qui vous permettent de vous retrouver, mais encore une fois, il faut acheter ces caméras et il faut également avoir la place pour pouvoir vous déplacer. Alors, ceux qui ont l'habitude ou qui ont déjà tenté des entreprises qui font des sessions de jeu en réalité virtuelle où en fait vous êtes dans une pièce et l'environnement qui est dans les cases dans lesquelles vous êtes, bah, en fait correspond pile poil aux distances par rapport au mur. Donc vous pouvez vous déplacer librement, vous déplacer dans l'environnement et l'environnement crée un mur en fait. Il va créer un mur virtuel qui va vous dire ok, je sais que je ne peux pas traverser ce mur, mais en fait c'est normal parce que vous avez un vrai mur derrière. Donc ça permet de vous déplacer librement, mais là c'est des coûts qui ne sont, je pense, pas encore accessibles aux neuropsychologues ou en tout cas aux thérapeutes de la cognition de manière générale. Alors, en fait, il y a plusieurs technologies pour plusieurs immersions. Il faut savoir qu'en fait, il n'y a pas une réalité virtuelle, mais il y a plusieurs possibilités et plusieurs grades de réalité virtuelle. En fait, il y a ce qu'on appelle un continuum d'immersion qui va du non immersif au full immersif. Donc, faut pas. En fait, il faut aussi sortir de ce webinaire en vous disant, ok, la réalité virtuelle, ce n'est pas que le casque. Le casque fait de la réalité virtuelle, mais pas que. Et la réalité virtuelle, c'est pas que du casque. Alors, on a trois grosses catégories dans le domaine de la réalité virtuelle qui vont vraiment être aussi, qui vont avoir leur importance, surtout sur le terrain pour les cliniciens. Donc, c'est
ce qu'on appelle les systèmes Sive et Nive. Donc Five pour Full Immersive Virtual Environment, Sive Semi-Immersive et Nive Non-Immersive. Alors, c'est très simple, hein, le Full Immersive, vous allez plutôt partir sur du casque. Alors, pour parler de réalité virtuelle, déjà, il faut 2 sens stimulés, sachant que l'audition est la plus simple. Et également la vision aussi à ce niveau-là. Après, vous avez plutôt les systèmes Sive comme les caves ou autres, ou le Tor à Lille, par exemple. Et vous avez plutôt des systèmes Nive non immersifs qui ressemblent plutôt à des jeux vidéo, mais ça reste de la réalité virtuelle quand même. Alors, en fait, il faut vraiment faire des analyses pour savoir lesquelles sont les plus efficaces dans certaines situations. En fait, on va vraiment voir au fur et à mesure des webinaires quels sont les avantages et les inconvénients de chacun. Est-ce que finalement, pour le diagnostic ou la rééducation, il n'y a pas un système qui va mieux que l'autre, qui est plus abordable, plus accessible pour les patients, mais aussi plus efficace. Voilà. Pour résumer, il faut savoir que de manière générale, les systèmes Sive et Five, donc full et semi-immersif, se valent contrairement à un Nive. Maintenant, passer d'un Nive à un Sive, c'est très facile. Là, on peut très bien voir dans cet exemple qu'en fait, on perçoit ici l'environnement extérieur. Il aurait simplement suffi de, je sais pas, mettre un drap à éteindre ou un écran plus large, un vidéoprojecteur ou autre pour pouvoir être d'autant plus immergé. C'est-à-dire que notre sens visuel ne peut être focalisé que là-dessus et pas sur d'autres éléments extérieurs. Ça aussi, c'est des choses qui sont vraiment importantes à prendre en compte parce que finalement, avec un casque de réalité virtuelle, si vous enlevez le jeu et que vous parlez en même temps, vous avez cassé le full immersif. Voilà, vous êtes sur, vous demandez un Nive alors qu'en fait, vous avez utilisé un casque. Donc, il y a quand même des précautions à prendre par rapport à ça. Et passer d'un système Nive à Sive, c'est très simple, sachant qu'en plus, les Five et les Sive se valent au niveau cognitif. Alors, pour résumer, cette grosse partie technique, euh, c'est un peu le gros schéma, donc c'est celui qu'on a l'habitude de voir, qu'on a vu depuis le début. Voilà, l'objectif c'est vraiment de créer à l'aide d'interfaces, des interfaces motrices et des interfaces sensorielles, tout en gardant les centres nerveux et les processus cognitifs chez l'humain et de pouvoir, grâce aux interfaces, de pouvoir reproduire les activités de l'homme dans le monde virtuel via la boucle perception, cognition, action qu'on a vu, en modélisant tous ces comportements grâce à un environnement réaliste et physique du monde virtuel. Et lui va vraiment pouvoir gérer son immersion et son interaction de type cognitif et également son immersion et son interaction de type sensorimotrice grâce aux interfaçages. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est l'interface qui est le plus important et donc c'est justement ce qu'on va voir là juste après. Alors en fait la question surtout c'est comment on conçoit des interfaces comportementales, comment on doit les concevoir pour évaluer les systèmes de réalité virtuelle. Alors en fait, il ne s'agit pas seulement de penser l'interfaçage au niveau physique, comme les boutons de commande, les retours d'informations, des actions, etc., mais aussi de comprendre à partir de quels modèles mentaux la personne va penser et agir. En fait, la conception d'une interface comportementale, ça passe par plusieurs choses. C'est le choix du phénomène physique qui va être exploité. La définition des critères de qualité, est-ce que c'est similaire à ceux du capteur de mesure? Ça, c'est des choses qui sont importantes aussi à prendre en charge quand vous allez utiliser des nouveaux outils. L'obtention de caractéristiques métrologiques performantes et suffisantes. En fait, de manière générale, elles sont bien inférieures aux capacités sensorimotrices nominales humaines. Hein. On s'entend bien que, bien sûr, un casque de réalité virtuelle n'a pas le même angle de vision que la vision humaine. La seule chose pour laquelle ça peut être similaire, c'est au niveau des interfaces sonores. Et encore, on peut émettre des doutes, mais on peut quand même dire que de manière générale, l'environnement sonore est perçu de la même façon par 100% des personnes et retranscrit de la même façon. Ensuite, ce qui va être important aussi, c'est la schématisation de la transmission des signaux de l'ordinateur vers le cerveau et réciproquement. En fait, vraiment, tous ces éléments, c'est ce qui va vraiment nous permettre de pouvoir aller chercher le cognitif pur. En fait, j'en parle après, donc je ne vais pas en parler maintenant. Donc la question, c'est vraiment que les interfaces comportementales, sensorielles, motrices ou sensorimotrices sont vraiment des dispositifs qui vont exploiter la perception et la motricité à la base du comportement humain. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir travailler sur la cognition, le moteur ou d'autres, ou même l'aspect psychologique. En fait, donc ce troisième I, donc l'interfaçage, c'est vraiment cet élément qui va permettre de rendre la boucle perception-cognition-action la plus naturelle possible. En fait, à partir des éléments qui vont être disponibles, ça va devenir possible de créer une interface qui va permettre de traiter la cognition, la vision, la mémoire gestuelle, les déplacements, les comportements moteurs, etc., même verbaux. En fait,
en fonction de l'interface que vous allez mettre en place ou utiliser, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes réponses ou les mêmes patterns de réponse possibles. Si vous voulez du comportement verbal, finalement, peu importe le type de manette que vous allez utiliser, ça n'aura pas d'impact. Si par contre vous voulez des interfaces, vous voulez plutôt des réponses de type comportemental et très précises, en fonction du type de manette que vous allez utiliser, vous pouvez avoir des différences et donc vous n'allez peut-être pas évaluer la même chose. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes à prendre en charge. C'est pour ça qu'en fait, le problème aujourd'hui, c'est que quand on développe des diagnostics sur le même principe que la réalité virtuelle, on est obligé de le coder d'une certaine façon et de ne pouvoir utiliser qu'un seul et même outil. Donc, si par exemple vous avez l'Oculus Rift et que, je dis un exemple, hein, le logiciel a été codé et testé, normé sur un système de type Valve ou autre, et ben en fait, vous allez vous retrouver coincé parce que vous n'aurez pas du tout les mêmes interfaçages. Du coup, vous n'avez pas le même contrôle expérimental. Alors, après, pareil, il faut pouvoir choisir les informations à exploiter. Il y a des casques qui maintenant incluent l'eye tracker. Vous allez pouvoir également rajouter de l'EEG, de l'ECG, des réponses comportementales ou verbales. Toutes ces choses-là, c'est vraiment des choses qu'il faut prendre en compte quand vous concevez ou quand vous utilisez. En fait, c'est vraiment ces éléments qui vont permettre de juger un bon outil de réalité virtuelle pour la pratique. Il faut quelque chose qui soit très simple et universel. Et là, on n'y est pas encore. Sur le côté universel, on n'y est pas du tout. Euh, Sur le côté simple, ça commence à arriver. On a des choses vraiment très simples qui arrivent maintenant et qui peuvent enfin passer le pas du laboratoire à la clinique. Alors, au niveau des modèles cognitifs, donc là, je vous ai mis un petit schéma que vous retrouvez assez facilement. C'est vraiment cette boucle perception, cognition, action. Je vais vraiment pas revenir dessus parce qu'on l'a déjà vu pas mal. Une chose qui est vraiment, vraiment, vraiment hyper importante, c'est que ici, sur cette boucle perception, décision, action, en fait, vous pouvez avoir la même chose dans l'environnement qui va vous permettre de mettre en place des choses et d'obtenir les réponses. Par contre, c'est vraiment l'homme qui doit prendre ces décisions, hein. Il doit être influencé et il doit impacter l'environnement virtuel, mais ce n'est pas l'environnement virtuel qui prend la décision à la place de l'homme. Sinon, on n'est plus sur cette boucle-là. Si vous voulez faire travailler un patient pour qu'il arrête de fumer, ce sont l'environnement virtuel qui doit l'amener à réfléchir sur ses actions à mener par rapport à la perception de l'environnement, et il doit moduler lui-même son comportement. Si c'est l'environnement qui module le comportement, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Clairement, c'est qu'il y a une erreur quelque part. C'est vraiment à l'homme de garder cette décision et ce sera d'autant plus efficace si c'est lui qui agit. C'est un peu de l'implémentation d'intention en fait. L'environnement virtuel vous permet d'implanter une intention et en fonction des différents scénarios que vous avez établis avec votre patient, notamment je crois pour les TCC ou autres, vous allez pouvoir agir uniquement. Lui, il va vraiment pouvoir prendre sa décision lui-même et agir en conséquence sur l'environnement. Et vraiment, c'est vraiment ça qui va être vraiment hyper intéressant. Alors, en fait, vous avez aussi, d'un point de vue cognitif, les réponses cérébrales. En fait, la plasticité cérébrale, il y a des études qui ont montré qu'en fait, elle était plus importante grâce à la VR. Donc là, c'est une étude de You et collaborateurs en 2005. En fait, ils ont trouvé une réponse, alors, analogue, le mot est grand, mais en EEG, au niveau du cortex sensorimoteur, dans une rééducation classique versus une rééducation en réalité virtuelle. Alors, c'était une rééducation motrice d'un mouvement de genou-flexion. Avec des patients qui avaient eu un problème avec un genou, etc. Et en fait, ils ont démontré que grâce à la VR, ils ont réussi à augmenter la latéralisation dans le groupe en VR. Donc, on évaluait en EEG avec un index de latéralité sur le groupe VR et sur le groupe contrôle, et en fait, il y a un plus grand écart dans le groupe pré- et post-test pour le groupe VR que pour le groupe contrôle. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, on a mesuré le changement de la neuroplasticité. Donc, c'est le transfert d'activité cérébrale, pour ceux qui ne sont pas neuropsychologues, comme ça au moins c'est dit. En fait, dans le système moteur, on a vu, grâce à cet index de latéralisation, qu'on a une plus grande latéralisation en post-test dans un groupe VR que dans un groupe contrôle. Donc ça veut bien dire qu'on a une plus grande plasticité grâce à la VR que si on n'avait pas utilisé la VR. Alors, un modèle cognitif que j'aime bien aussi, c'est la théorie du game flow. En fait, l'usage des nouvelles interfaces, donc qui sont non naturelles, provoque une surcharge cognitive qui peut être fort importante. Parce qu'en fait, on a un challenge qui est fort important, mais des skills, donc des compétences qui sont très 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 faibles. Et en fait, ça peut être une grosse source d'anxiété. Ça peut même en fait générer une technophobie par exemple par peur de l'échec. Notamment nos grands-parents qui ne maîtrisent pas
mais donc ils vont pas y aller parce que ils maîtrisent pas, donc ça va être source d'anxiété pour eux, donc ils vont pas le faire. En fait, pour être efficace, que ce soit dans les apprentissages, les performances, en rééducation ou dans votre vie de tous les jours, il faut que l'utilisateur ou que vous-même vous centrez systématiquement dans une zone, ce qu'on appelle dans le jeu vidéo le game flow ou le channel de flow. En fait, cette zone, elle correspond au niveau optimum de difficulté en fonction de nos compétences. Donc, dans le jeu vidéo, c'est une mécanique qui est très simple. J'augmente, au bout d'un moment, j'arrive où le challenge devient trop fort et j'ai pas les compétences pour y arriver. Donc, je booste mes compétences, j'augmente de niveau, je craft mes armes, etc., etc. Et du coup, j'augmente mes compétences et je peux enfin augmenter mon niveau de difficulté. Et en rééducation, c'est pareil. Plus on avance, plus on doit augmenter le niveau de difficulté. Et donc, le problème de la réalité virtuelle, c'est qu'aujourd'hui, les gens étant ayant peu de retour par rapport à ça, ou ont peut-être très peu utilisé dans leur vie de tous les jours, on a plutôt un niveau de compétence très bas. Or, le challenge pour eux est très haut, donc on a une grosse source d'anxiété. Après, par exemple, chez les plus jeunes, qui ont plus l'habitude de jouer aux jeux vidéo, eux, ils ont plutôt des skills très forts, mais si au niveau du challenge, on leur propose des choses trop simples, en fait, on a de l'ennui qui va s'installer, et ils vont jamais rentrer dans cette espèce de flow. Donc, il faut toujours pouvoir vérifier par rapport à vos patients que la technologie que vous utilisez correspond à leurs compétences par rapport au challenge que vous leur offrez. Voilà, c'est quelque chose qui est important par rapport au choix des technologies que vous allez vouloir utiliser par la suite. Alors justement, en parlant de ces technologies, on va faire un petit aperçu. Je vais essayer d'accélérer, tant pis, c'est pas grave. Si je dépasse un peu, si vous devez partir, vous partez, mais vous pourrez reprendre la fin de la vidéo après. En tout cas, on va voir un peu au niveau des technologies, un petit peu anciennes. C'est vraiment juste plutôt par curiosité, parce qu'il y a des choses que je trouve assez marrantes. Alors, de manière plus technique, on a le premier, c'est le sensorama. Donc, vous mettiez votre tête, il y avait une image et vous aviez des odeurs qui vous propulsaient soit à la montagne, à la mer, à la campagne, je ne sais pas. Je n'étais pas allé dans les années 50, je n'ai jamais testé. Mais à l'occasion, si je l'ai, ce sera sympa de le tenter. Et après, vous avez un peu plus tard l'armée qui a créé des simulateurs de vol. Donc, vous avez ce système-là où vous aviez des casques. Alors, ça, c'est plutôt des modèles récents, ça, c'est des modèles un peu plus anciens. Mais voilà, il valait mieux se cracher dans un simulateur que dans un appareil à plusieurs millions de dollars. Alors après, dans les années 70, vous avez les premiers casques de réalité virtuelle. Hop là, donc ici, qu'on a donc ici de Vickers. Je vais en parler après. Qu'on a appelé l'épée de Damoclès. J'expliquerai un peu pourquoi. Et en 82, vous avez les Data Gloves, c'est les premiers gants de données. Donc on a un principe de réalité virtuelle qui date de Platon et on a une technologie qui date plutôt des années 50. Les technologies qu'on connaît, c'est plutôt des années 70-80. Donc en fait, c'est quand même quelque chose qui existe depuis longtemps, mais pour le grand public, c'était pas accessible. Pour plusieurs raisons. Parce que déjà, c'est le genre de casque qu'utilisait l'armée. Je crois qu'il y en a pour plus de 10 kilos de métal et de fonte. Je ne vous raconte pas l'état des cervicales. Et alors après, ça c'est les années 70, c'est ce qu'on appelait l'épée de Damoclès. Voilà, les ordinateurs à l'époque pour pouvoir gérer ce genre de choses, ceux qui savent, je sais pas, si vous avez connu ça, soit c'est par votre culture. Les ordinateurs de l'époque pesaient plusieurs centaines de kilos, voire même, on pouvait même parfois les compter en tonnes. Et c'était très très lourd. Et en fait, il y avait des pièces, voire des étages dédiés entièrement aux ordinateurs. Et dans ce système-là, les ordinateurs étaient au-dessus. Donc si le faux plafond ou le plafond venait à s'effondrer, la personne qui était en dessous recevait plusieurs tonnes de matériel informatique, d'où le nom d'épée de Damoclès. Voilà, ça c'est pour la petite anecdote sympa sur le casque de Vickers. Alors, il y a eu des tentatives au niveau du jeu vidéo dans les années 95. Normalement, en Europe, on n'a pas eu la chance de le connaître. Le Virtual Boy, donc c'est Nintendo qui a voulu surfer sur la Game Boy, la réalité virtuelle. Donc, le premier casque de réalité virtuelle pour le jeu, c'est 1995, c'est la Virtual Boy de Nintendo, qui était un échec commercial, qui est quasiment pas sorti en Europe. États-Unis, Japon, mais en fait, voilà l'environnement que vous aviez. Voilà, c'était très rouge, c'était très compliqué à concevoir à l'époque. Donc en fait, c'était pas hyper efficace. Il y a plein de vidéos YouTube que vous pouvez trouver qui vous montrent un peu à quoi ça ressemble, mais pour essayer de vous imaginer. 95, hein. Donc ça fait déjà pas mal d'années. Alors plus récemment, plus dans les années 90-2000, on a vraiment développé la réalité virtuelle pour le gaming et le pilotage à distance. Notamment le Range Rover a été piloté en réalité virtuelle
depuis la Terre sur Mars, quasiment en temps réel. Et en 2017, il y a eu un énorme audit sur la réalité virtuelle, et c'est là que Google, Facebook, tout ça ont acheté des grosses entreprises qui développaient des casques parce qu'on avait réussi à tout miniaturiser plutôt pour le grand public. Donc Sony, Google, HTC, Samsung, etc. Et maintenant, un peu la question. Aujourd'hui, on entre plutôt dans une nouvelle génération. La nouvelle génération des casques, qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Qu'est-ce qu'elle va nous demander? En fait, plusieurs choses. En fait, il faut aller vers des solutions portatives et sans fil. Alors, c'est vraiment le prochain défi, c'est de proposer des expériences. Alors, je vais parler des Five, des full immersifs, avec de moins en moins de contraintes et surtout de proposer des systèmes portatifs performants et légers. Alors, si vous voulez utiliser un casque de réalité virtuelle sans être trop relié à l'ordinateur, vous pouvez utiliser des sacs à dos ordinateurs. Pour information de mémoire, je ne vais même pas le dire de mémoire, j'ai les chiffres, c'est 3 kilos à peu près, un peu plus de 3 kilos, 2379 euros pour ce modèle-là. Il y a peut-être des modèles moins chers, des modèles plus chers, mais de manière générale, on est autour de ça. Après, il faut également proposer un champ de vision à 210 degrés. Mais pour proposer un champ de vision à 210 degrés, c'est plutôt des casques un peu voilà, qui finissent comme ça et qui sont très lourds et pas forcément évidents. Euh, Maintenant, il faut également pouvoir proposer de l'eye tracking pour pouvoir augmenter la netteté et les profondeurs de champ au niveau de la FOVA et du focus. Comment ça fonctionne? En fait, on ajoute deux nouveaux écrans. Donc, au lieu d'avoir simplement deux écrans, je vous montrerai juste après, on a quatre écrans, dont les deux qui se projettent et qui, en fait, calculent par rapport à la position de votre regard quel est l'endroit où on doit augmenter la netteté et la profondeur. Et dans ce cas, il projette à l'endroit même où votre regard se pose actuellement. Donc, on floute pas le reste, on le laisse tel qu'il est, mais dans je crois que c'est 10 degrés d'excentricité, il focalise et ils mettent presque de la HD ou autre à cet endroit-là. Il y a même des casques qui imaginent de le faire ça en 4K. Donc voilà, ça va vraiment permettre d'économiser aussi des ressources, puisque à l'extérieur, on pourrait tout ce qui ne serait pas perçu ou perceptible, ou dans notre champ de vision strict, serait augmenté en termes de contraste et de netteté, donc ça permettrait d'économiser pas mal de ressources. Euh, mais forcément, il va falloir ventiler tout ça, donc il faut maintenant imaginer des ventilateurs assez puissants pour les casques, parce qu'au bout de 20 minutes, comme déjà essayé, c'est chaud. Et il y a de la buée en plus. Les contrôleurs aussi doivent être améliorés. On doit avoir des choses de plus en plus naturelles. Vous avez les Valve Knuckles Update maintenant, où en fait vous avez un système tactile où quand vous lâchez et quand vous levez votre doigt, et donc vous pouvez très bien compter jusqu'à 5. Mettre vos 5 doigts, etc. Donc vous pouvez avoir des gestes un peu plus précis, donc par exemple de pointage, ça peut être une chose qui peut être intéressante. Maintenant, vous avez même des casques avec des caméras qui permettent de capter vos mains, et on a des très bons effets. Là, vous pouvez agir directement dans l'environnement sans avoir de manette. Et ça, ce serait encore mieux. Après, il y a tout le système sans fil, notamment le cloud gaming via le Li-Fi. Enfin, c'est du Wi-Fi plus. Ça marche par LED et pas par onde radio. Mais voilà, c'est encore autre chose. Ça, c'est des technologies qui se développent. Où là, en fait, on pourrait être sans fil. Et il y aurait assez de données pour que le processeur puisse avoir toutes les infos dans le bon temps et créer l'environnement en temps réel dans le casque sans latence. Mais bon, ça ne sera pas pour tout de suite ou pas pour un budget. Voilà. Alors, comment ça fonctionne et quels sont un peu les dangers? Alors, le HMD ou le Head Mounted Display, c'est le casque de VR. Comme vous pouvez voir ici, vous avez deux écrans qui sont en fait vraiment quasiment posés ici. En fait, après, il y a différents capteurs donc, qui vont permettre de positionner dans l'espace en 3D, mais également les capteurs de mouvement, axe de rotation de la tête, du regard, c'est les pitch RAW et YAO, pour ceux que ça intéresse. Et en fait, le plus important, c'est vraiment ce qui va être dedans, c'est-à-dire c'est les écrans et la lentille. Alors, je vais d'abord commencer par ça. Alors, ici, vous avez votre casque, vous avez deux lentilles optiques, deux écrans. Pour les modèles maintenant à double écran simple, ici vous avez la carte pour faire fonctionner tout ça et le cache pour venir fermer. Et en fait, vous avez ici une lentille qui va vous permettre de pouvoir visionner l'ensemble de l'écran comme si c'était naturel. Alors, comment ça fonctionne? C'est tout simplement une question de vergence oculaire. En fait, quand vous regardez, vous avez des points de fixation qui peuvent être différents si vous êtes de près ou de loin. Et là, votre axe de votre œil, ben, lui, va se modifier
en fonction de la distance de ce qu'il veut regarder, si c'est près ou si c'est loin. Pour pouvoir créer de la profondeur dans un casque en 3D où vous n'avez pas ce qu'il faut pour avoir le point de fixation de loin, il faut pouvoir trouver une astuce pour que le point de fixation de près donne cette sensation de pouvoir voir de loin. Et en fait, c'est tout le travail de la lentille, c'est qu'en fait, elle va permettre la vision éloignée quand l'écran est vraiment au foyer de l'oculaire et que l'œil est ce qu'on va appeler en hémétrope dans le langage des spécialistes ophtalmiques. Donc c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, c'est la lentille qui vient modifier votre point de fixation et vos points de fixation près et loin et qui va venir créer cette illusion. Alors, vraiment, l'utilisation de ce genre de technologie, elle n'est pas sans danger. Alors, il y a plusieurs types de dangers. Je pense que je ferai certainement un webinaire exprès là-dessus, mais il faut encore que je fasse pas mal de recherches pour être bien sûr de tout ce que je vais vous dire. Il y a vraiment encore un chemin à faire pour comprendre tous les troubles de la perception de la réalité. Voilà, je pense qu'il faudrait plutôt des spécialistes dans le domaine, mais enfin voilà. Mais je pense que c'est pas forcément le danger le plus important de cette technologie. En fait, l'ajout d'une réalité supplémentaire, ça pose forcément un problème pour certaines pathologies, notamment pour ceux qui ont des démences ou des troubles de la perception de la réalité, ou schizophrénie par exemple. Ça peut être des choses qui peuvent être compliquées. Et je pense qu'on verra ça dans un webinaire consacré là-dessus. Là où ça peut poser problème, c'est chez l'enfant. En fait, le problème chez l'enfant, c'est que la maturité du système de convergence oculaire, elle n'est effective et mature qu'à 12 ans. C'est pour ça qu'on recommande l'utilisation des casques de 12 ans, de manière prolongée et fréquente. Alors après, voilà, l'enfant, le problème, c'est ça, cette maturation. Alors, si c'est pour essayer une fois, ça posera pas trop de problèmes. Maintenant, si c'est vraiment de manière fréquente et très prolongée, en fait, euh, comme leur système n'est pas mature, et ben leur point de fixation qui devrait être idéal risque d'être perturbé et du coup peut entraîner des problèmes de perception étant adulte. Il y a encore des études qui doivent être menées sur du long terme pour voir un peu les effets, mais la recommandation des 12 ans, elle n'est pas anodine, c'est vraiment pour ce système de maturation de la vergence oculaire. Après, évidemment, toutes les notions de fiction et de réalité, voilà, je l'ai expliqué juste avant, c'est lors d'une exposition prolongée dans un environnement virtuel, si je vous projette dans un avatar plus grand ou même plus petit, quand vous allez ressortir de cette simulation, vous aurez pendant un certain temps la sensation d'être plus grand que vous ne l'êtes ou plus petit, ou avoir des compétences que vous n'avez pas. Enfin, voilà, il y a quand même la possibilité, en fonction de quelque chose de prolongé, de pouvoir créer un sentiment durable. Donc forcément, si on modifie votre perception de vous-même, vous risquez d'avoir quelques problèmes à long terme. Alors, il y a des systèmes SIVE, donc semi-immersifs. Donc là, on vient de voir les full immersifs, on va voir les systèmes SIVE. En fait, il est possible de parler, comme je disais tout à l'heure, de parler de réalité virtuelle sans porter de casque de réalité virtuelle. En fait, ces éléments, donc les SIVE ont vraiment de nombreux avantages. Et on va certainement l'explorer au prochain webinaire sur le diagnostic et la rééducation en janvier et février. Mais voilà, les systèmes SIVE, donc là, ici, c'est une projection via un vidéoprojecteur beaucoup plus grand et lumière coupée, donc forcément ça ajoute de l'immersion. Vous avez les systèmes cave, que moi j'affectionne beaucoup, je trouve ça assez sympa. Alors c'est pas encore hyper au point en fonction des endroits que j'ai vu, mais voilà, c'est différents systèmes de miroirs et de projecteurs. Donc si vous en avez deux par exemple, via des projections stéréoscopiques sur 4 écrans d'à peu près 12 mètres carrés par surface, donc il faut de la place. Je vous cache pas qu'il faut énormément de place. Mais souvent, vous avez ça dans des labos cognitifs. Alors, ça nécessite un calcul d'angle automatique qui va être lié à des lunettes qui sont en 3D ou non. Moi, je le conseille en 3D parce que c'est quand même plus sympa d'avoir cette. Comme c'est du stéréoscopique, c'est beaucoup plus simple. Par contre, ça nécessite un codage vraiment hyper spécifique de la place et du budget. Voilà, c'est vraiment pas anodin, mais c'est assez sympa. Vous avez pas mal d'effets. Alors, j'ai eu la chance de visiter dans mes études à Lille, le système TOR, c'est Open Reality Experience. Alors, c'est au laboratoire de l'Equipex de Lille. À l'époque où je l'ai vu, il était unique en son genre. Je ne sais pas s'il l'est encore aujourd'hui. Je pense que oui, parce que c'est pas quelque chose de donné. C'est 20 vidéoprojecteurs avec une densité d'affichage de 1 mm par pixel, qui est projeté à une distance sensiblement constante par rapport à l'utilisateur. Donc c'est un écran de 180 mètres de haut en bas et de gauche à droite, et 180 degrés, pardon, pas 180 mètres, 180 degrés gauche-droite et au bas, dans lequel vous pouvez même marcher complètement dedans, et en fait l'environnement s'adapte en fonction de la position de votre regard grâce aux lunettes. Donc ça demande énormément de place.
puisque là c'est donc presque un bâtiment complet, puisque vous devez avoir un extérieur, un intérieur, etc. Et vous pouvez très bien faire des expériences là-dedans. Euh, voilà, c'est la réalité virtuelle, c'est semi-immersif, mais c'est vraiment, vraiment très intéressant à voir fonctionner. Voilà. Alors, au niveau des interfaces motrices, il y en a plein. Il y a les retours haptiques, comme ici on peut voir juste là. Il y a les gants de données, les gants VR. Alors maintenant, vous avez des gants qui vous permettent de stopper votre muscle à la taille, à la densité et presque de vous reproduire le poids de l'objet virtuel que vous tenez en main pour les plus. Hein. Vous avez maintenant aussi les costumes de VR, les Tesla Suite par exemple. Alors pour ceux qui font plutôt du jeu vidéo, voilà, vous portez ça et quand vous êtes touché à un endroit dans le jeu vidéo ou dans l'environnement virtuel, quand vous êtes touché à un endroit en particulier, le costume donne une impulsion qui donne cette sensation d'être touché. Donc, si par exemple vous êtes criblé de balles, entre guillemets, ben, le costume va envoyer pas des décharges, mais des stimulations pour que voilà, que vos muscles ressentent que vous êtes touché à cet endroit-là. Donc c'est assez intéressant. Ça coûte très cher, mais voilà, on va de plus en plus vers des systèmes le plus naturels qui reproduisent de plus en plus de sens et de sensations. Alors, pour résumer, et avant de commencer le prochain webinaire, du coup, il y a quand même des choses importantes qu'il faut retenir, mais vraiment très très simplement. Donc, la réalité virtuelle, c'est vraiment un ensemble de techniques qui peut maintenant s'appuyer sur la technologie pour créer un environnement virtuel. Alors, cet environnement peut être modulé par l'activité de l'utilisateur et répondre à la stimulation de ses sens afin de recréer un comportement cognitif similaire au comportement naturel. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir le plus possible. Pour y arriver, il faut favoriser l'immersion et l'interaction au travers des interfaces. Donc là, on revient sur le système des 3I. Alors, un petit schéma pour résumer qui est vraiment assez simple. Alors, j'ai la sensation d'être en immersion dans un environnement crédible ou réaliste. Donc voilà, immersion parce que l'immersion est correcte, la boucle sensorimotrice est correcte. Donc pour moi, l'environnement paraît crédible et réaliste. Et donc du coup, mes actions dans cet environnement, donc mon interaction, sont également crédibles. En fait, je les perçois comme crédibles car elles répondent à mes attentes, à mes habitudes. Donc ma perception de mes actions possibles, je les vérifie. Du coup, je me repose la question de savoir si l'environnement est crédible ou non. S'il l'est, dans ce cas, j'ai donc bien la boucle perception-action. Ça va accentuer le sentiment de présence car je me prends en jeu. En fait, j'accepte de me prendre au jeu parce que mon immersion et mon interaction sont correctes. L'environnement semble crédible, mes perceptions de mes actions sont crédibles, donc j'accepte de me prendre au jeu, de m'immerger 100% dans l'environnement. Et grâce à ça, ben, mon sentiment de présence spatiale, présence de soi, présence d'action, même sociale s'il y a plusieurs personnes, va augmenter considérablement. Ensuite, vous pouvez également rajouter des attentes, du contenu du scénario qui vont permettre d'augmenter les sentiments de présence, mais ça, c'est des choses qu'on pourrait voir plutôt au cas par cas. Après, ça, c'est encore autre chose. Et ça va en tout cas plus m'engager, plus me motiver. En tout cas, sur les processus de jeu, par exemple, c'est plus motivant et plus engageant. Au niveau des prochains rendez-vous, je pense ce sera une fois par mois. Je n'ai pas encore la date. J'essaierai d'être un peu plus au niveau des horaires, que ça corresponde un peu plus à tout le monde. Maintenant, si j'ai confirmation que j'arrive bien à décaler le live et le mettre en vidéo après, ça peut être intéressant du coup, pour au niveau des horaires à voir. Les dates, j'essaierai de vous les communiquer un peu en avance. Prochain, ce sera vraiment sur la VR et le diagnostic. Ensuite, sur la rééducation. Ensuite, certainement, je vais faire un gros point sur l'ergothérapie et la VR pour faire avancer la science. Et après, je ne sais pas encore exactement tous les trucs, mais en fonction des questions, je verrai ce que je peux vous proposer. Au niveau de la bibliographie, celui que j'ai le plus utilisé, c'est vraiment le traité de la réalité virtuelle de Fuchs. Voilà, pour moi, c'est la base. C'est la base, en tout cas, pour un ouvrage français. Après, vous avez le regard philosophique sur la réalité virtuelle de Prozorov. C'est très court à lire, hein, je crois que c'est quelques pages, et c'est très très sympa à ce niveau-là. Après, vous avez deux ouvrages en anglais, Clinical Neuropsychology and Technology et Virtual Reality for Psychological and Neurocognitive Interventions, où là, ce sera vraiment plus sur les aspects cliniques de la VR et des nouvelles technologies de manière générale. Et après, vous avez dans le cerveau du gamer, où là, c'est plutôt lié les neurosciences et l'UX design dans la conception de jeux vidéo. Mais il y a quand même énormément de choses. Je trouve que en plus, il est bien écrit, il est bien fait. L'auteur est sympa, donc
je vous le conseille, en tout cas pour ceux qui s'intéressent aux jeux vidéo et aux aspects de ces technologies-là sur le cognitif. Voilà, je vous remercie de votre attention pour ce premier webinaire. Je ne sais pas combien nous avons été au total, si on a eu des pics. Voilà, c'est pas le plus important. Vraiment, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que vous puissiez avoir accès à des informations que vous n'avez pas forcément la chance d'avoir dans vos enseignements, vous n'avez pas eu la chance d'avoir dans vos enseignements et qui sont parfois compliqués à avoir. L'objectif, c'est vraiment de voir un peu tous les aspects, les principes de la réalité virtuelle dans les neurosciences. Voilà, j'ai un tout petit peu débordé, mais si vous voulez, je vous laisse un peu de place via le chat ou les commentaires. Je vous laisse quelques minutes pour voir s'il y a des questions. Et puis s'il n'y a pas de questions, je clôturerai à ce moment-là. Voilà. Alors, Louise, bonjour, super présentation, merci. J'aimerais savoir si vous avez des références d'articles à donner concernant les constats, corrélation entre immersion et réalisme de l'environnement virtuel. Alors oui, j'en ai, je ne les ai pas sous la main, mais je les mettrai là, je les mettrai un peu après, je le prends en note et j'enverrai sans problème, je mettrai ça soit dans la description, soit directement en commentaire, soit je t'enverrai ça sur YouTube, je t'enverrai les liens, pas de problème. Non, 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 effectivement, il y en a, il existe des articles qui sont intéressants, justement, cette question entre immersion et réalisme dans l'environnement virtuel. Je les ai en tête, hein, mais j'ai pas je voudrais pas dire de bêtises, mais je vais te retrouver les références et peut-être même directement les liens, comme ça tu n'auras plus qu'à cliquer et regarder. Voilà. Donc je t'enverrai les références, il n'y a pas de problème. Ah ouais, j'ai essayé de faire complet. Alors, c'est pas à 100% complet, il faudrait des heures et des heures. Et tant mieux, c'était intéressant. Maintenant, si vraiment vous voulez aller plus loin, je vous invite vraiment à lire le traité de la réalité virtuelle de Fuchs. Alors, il y a 5 volumes au total, mais je veux dire, voilà, c'est quand même. C'est pas trop lourd, quoi. Il y a 300 pages par volume à peu près, mais en fonction des volumes, il y a des choses qui vont être plus ou moins intéressantes. Là, le premier, c'est vraiment l'homme et l'environnement virtuel. Après, je crois que le volume 2 est plus spécifique aux neurosciences en tout cas, mais c'est un investissement, je vous l'avoue, mais qui reste très intéressant et qui reprend, bah, vous pouvez voir ici l'ensemble des modèles que j'ai tenté de vous expliquer de manière un peu plus brève, mais là en tout cas c'est beaucoup plus détaillé, donc si vraiment vous êtes intéressant là-dedans. Et je pense très sincèrement que je vais retrouver les références que tu me demandes, Louise, dans cet ouvrage. Donc je, je, je le repasse au peigne fin et je te donnerai le plus de références possibles qui peuvent t'intéresser.
Bon, bah, s'il n'y a plus de questions, je vais mettre fin au live. Si jamais vous avez des questions qui vous reviennent, il y a les commentaires, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. N'hésitez pas à échanger. Vous pouvez me contacter directement sur Facebook ou même LinkedIn en fonction de là où vous m'avez trouvé. Je suis assez disponible puisque c'est mon job. Donc voilà, puis voilà, n'hésitez pas. Pour ceux qui veulent vraiment en savoir plus, il n'y a pas de problème, on peut prendre un temps d'échange, il n'y a aucun souci avec ça, au contraire, je préfère faire de vous des adeptes de la réalité virtuelle plutôt que vous soyez, que vous dites, tiens, j'aimerais bien me tenter par la réalité virtuelle, mais j'ose pas, j'ai pas assez d'infos. C'est vraiment l'objectif, c'est que vous ayez le plus d'infos possible par rapport à ça. Donc voilà, je vous remercie énormément de m'avoir écouté. Voilà, et, pour l'instant, il y a eu quelques retours, donc c'est intéressant, c'est motivant. Et voilà, j'essaierai de communiquer plus efficacement sur les webinaires à venir à ce niveau-là. Et puis, il y aura certainement des sujets plus ou moins intéressants en fonction de vos problématiques à vous, mais j'essaierai de répondre aux problématiques de tout le monde. Voilà, bonne journée, portez-vous bien, faites bien attention. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, en espérant que chacun pourra les passer dans les meilleures conditions possibles. Et voilà, je vous dis à très vite. Au revoir.